Bonjour à tous et bon sabbat. J'espère que la semaine s'est bien passée. Ça a été une semaine riche, je trouve, et fort intéressante au niveau prophétique, n'est-ce pas? C'est pas pour vous. Qu'en était-il pour vous? Tout à fait. Ouais, ok, voilà. Bon, ben écoutez, on va continuer l'étude de la semaine dernière. On va prendre la deuxième partie. Mais avant de commencer, on va prier et puis on va je vais faire un résumé, je vais continuer l'étude et après en deuxième partie, il y aura une session de discussion entre nous si on veut échanger sur l'étude ou dire ce qu'on n'a pas compris, je reprendrai ou bien parler du sujet de la LD, ça sera libre, ça ne sera pas forcément poser des questions sur l'étude, c'est si on veut échanger sur les événements de la semaine, sur l'étude ou bien sur autre chose en lien avec la LD, ça sera le moment, j'animerai ce moment-là. D'accord? Donc pour commencer, prenons la position qui convient pour la prière. Seigneur Dieu, nous te remercions pour le souffle de vie que tu maintiens en chacun d'entre nous, pour la santé que tu nous donnes, même si certains d'entre nous ont attrapé un peu la grippe, mais néanmoins tu veilles sur nous et tu nous permets d'être dans un pays libre encore pour quelque temps, et nous te remercions pour ce fait. Nous te demandons de nous conduire durant cette journée de sabbat et que nos prières, nos louanges et notre adoration te soient agréables. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, la semaine dernière, nous avons vu la première partie donc, de l'étude la loi du dimanche 18 juillet 2024. Le plan que nous avons passé en revue, on a vu les trois premiers points, comprendre le présent, c'est-à-dire que je vous ai emmené dans un texte fondamental du mouvement, Ésaïe 46, 10, qui nous dit que pour comprendre le présent et le futur, il faut qu'on aille dans l'histoire passée, qu'on ramène les enseignements du passé dans le présent, qu'on puisse les analyser pour comprendre, comparer, contraste pour comprendre le présent, ce qui nous permettra de comprendre le futur. Et c'est ce qu'on appelle la foi. D'accord? Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas le 2, mais nous sommes donc le 9 novembre, et nous sommes toujours dans cette histoire présente pour essayer de comprendre notre histoire future. Donc, on a pris un texte de l'Esprit de prophétie, on va le reprendre rapidement pour nous dire que on ne connaît pas. Alors, Ellen White nous disait que le présent, c'était une période d'intérêt considérable, et parce que les dirigeants de ce monde et même les habitants de ce monde sont concernés, inquiétés par deux grands événements, c'est-à-dire les bouleversements qui se passent sur Terre, mais également les nations qui sont agitées, d'accord, et les relations tendues. Ensuite, Ellen White nous disait que nous ne sommes pas prêts pour la question qui sera agitée au niveau de la LD. Et on sait que la question qui sera agitée ou le sujet qui sera agité au niveau de la LD, c'est tout ce qui touche les droits humains,
notamment pour notre formalisation du message égalité des genres ou le féminisme radical. Ensuite, nous avons dit que Dieu, bien que nous ne sommes pas prêts, Ellen White nous dit, pour cette grande question d'égalité des genres, mais Ellen White nous disait que Dieu ne nous a pas laissés sans rien, d'accord, sans boussole. Il nous a préparés depuis le temps de la fin jusqu'au temps présent, d'accord? Donc, jusqu'au temps présent, mais il nous a préparés comment? Il nous a préparés sur 2 niveaux. Il nous a préparés à 2 niveaux, donc il nous a préparés par rapport aux événements externes et prophétiques, d'accord, pour qu'on puisse se situer dans la ligne de réforme et par rapport à sa seconde venue, où nous en sommes sur les grandes balises. Mais aussi, il nous a préparés par rapport à l'œuvre interne de restauration qu'il souhaite faire en chacune d'entre nous, afin que nous puissions comprendre comment cette machine humaine fonctionne, qu'on puisse comprendre ce qui est en opposition chez nous par rapport au gouvernement de Dieu et à la nature de son caractère et de son royaume. Donc, pour comprendre la façon dont Dieu nous a guidés et par rapport à l'étude de l'ancienne Thérie, qui nous place donc à la LD depuis le 18 juillet 2024, ce que je vous ai proposé de faire, c'est de détailler son étude et par rapport, non pas reprendre tout ce qu'elle a dit, mais nous focaliser sur les structures pour pouvoir bien les comprendre et comprendre qu'en fin de compte, que ce qu'elle est en train d'enseigner, c'est tout ce que nous avons vu depuis le temps de la fin jusqu'au temps présent. Il n'y a rien de nouveau. D'accord? Elle a simplement ramené, comme Ésaïe nous dit, l'histoire passée dans le présent pour pouvoir le comprendre et fixer la LD. Donc, son étude commence avec la ligne d'Acte 27, le bateau d'Alexandrie. On est sur la 5e ligne. Et c'est là peut-être qu'il y a eu des confusions dans notre esprit, parce qu'elle est sur la ligne des institutions, et la ligne des institutions, c'est la ligne donc de l'adventisme et de l'Amérique qui nous montre qu'à la LD, il y a un naufrage. Et quand au niveau du langage prophétique, on parle de naufrage, c'est-à-dire qu'on parle de la fin de la démocratie, du 6e royaume, pour arriver donc dans le 7e royaume, la dictature. Donc du coup cette étude, elle nous met place sur la ligne des institutions et non pas sur la ligne des 144 000, même si après les informations qu'on va glaner sur la 5e ligne, il faudra les juxtaposer sur la ligne des 144 000 pour qu'on puisse continuer notre histoire. Donc on jongle avec plusieurs lignes, on jongle avec la 5e ligne, on jongle avec la ligne donc des 144 000, on jongle avec la ligne des prêtres et on jongle avec la ligne des lévites dans cette histoire, même si cela n'est pas formalisé ou verbalisé, mais c'est à nous de le comprendre puisqu'on a plus de 30 ans d'histoire et de connaissances, d'accord? Donc, c'est ce travail que j'essaye de faire avec vous, qu'on essaye de faire ensemble. Donc, lors de son étude, l'ancienne Thérie nous dit, mais alors, si elle nous place dans cette dispensation, Panium 2021 à la LD, elle prend cette dispensation qui est là et elle nous dit il faut qu'on comprenne les 2 balises qui se trouvent à l'intérieur. Parce que c'est le schéma que l'esprit de prophétie nous dit. Si vous vous rappelez Ellen White, ce qu'elle dit, c'est qu'entre la fin du temps de grâce jusqu'à la seconde venue de Christ, il y a 2 balises. Premièrement, il y aura le décret de mort et ensuite, on va entendre la voix de Dieu qui va nous dire à quel moment il revient. Seul son peuple va entendre cette voix, les autres vont croire que c'est le bruit du tonnerre. Donc c'est un schéma qui n'a pas été inventé par le mouvement, c'est un schéma qui se trouve au cœur même de l'adventisme et de l'esprit de prophétie. Donc on prend cette dispensation, temps de la fin, Concorde, Exeter, FTG ou test, ou bien autrement dit, on prend temps de la fin, décret, ou bien fixation du temps ou test, ou fin, comme vous le voulez, mais elle nous place dans cette dispensation, et cette dispensation, comme je n'avais pas assez de place, je l'ai remise à cette échelle-là, d'accord, 2021 à la LD, 18 juillet 2024, pour qu'on puisse identifier les 2 balises à l'intérieur. Ce sont des balises mineures.
Donc, rappelez-vous, dans cette ligne dans la cinquième ligne, on juxtapose aussi l'étude de Pyrrhus. Okay? Donc, je vous renvoie vers ces études-là. C'est pour ça que vous voyez la bataille de Beneventum, de Panium ou 2021 et maintenant Boston. Je n'ai pas mis l'événement de Boston 2021, d'accord? Parce que l'ancienne Thierry ne nous l'a pas donné. Elle n'est pas sûre de quel est l'événement. Donc c'est pour ça, elle a une idée, moi aussi j'ai une idée, mais comme je ne fais que répéter son étude, je ne veux pas ajouter des points qu'elle n'a pas verbalisés au sein de son étude. Donc on continue la révision de son étude. Elle nous dit donc la balise de Concorde, pour elle, elle est ouverte à la correction. Le 24 juillet 2022, en interne, la fin des Vêpres et en externe, le renversement de Roe versus Wade. Ensuite, la balise d'Exeter, on l'a mis là, donc c'était le 31 mai 2024, d'accord? Pourquoi en interne? Parce qu'on voit la balise d'Exeter, si on va dans l'histoire des millérites, on voit cette notion de doublement. Et donc, le message, il est présenté en mars à Fidji, et j'avais mis avril la dernière fois, mais on m'a corrigé, c'est le 29 mars à Fidji, et ensuite au mois de, le 30 et 30, au mois de mai. Donc déjà, on voit deux doublements. Ensuite, au mois de mai, 2 jours de suite, ce message a été répété, élargi, donc le 30 et le 31 mai. D'accord, pour nous donner le focus sur la Convention nationale républicaine qui avait lieu entre le 15 et 18 juillet 2024. Et c'est le 18 juillet que la nomination de Trump a eu lieu comme étant le candidat à la présidentielle. En événement externe, l'événement externe qu'elle pointe, à peu près à la même date, c'est Hush Money, quand Donald Trump a payé la somme de 130 000 $ à une actrice du porno pour qu'elle garde le silence par rapport à son élection de 2016. Et ensuite, donc, on arrive donc à la LD, le test, où elle dit, donc, forcément, elle l'avait annoncé, prédit là, et on voit qu'à la convention des nationales des républicains, c'est à cette date-là que le roi est couronné. D'accord? Donc là, je vais mettre couronnement de... on va mettre du roi du Nord, mais on sait que c'est Donald Trump. D'accord? Donc voici sa logique, une de ses logiques. Donc maintenant, ce qu'on va faire, nous, avec la suite, je vais vraiment me focaliser sur le 4 égale 7. Le 5 égale 7, pardon. D'accord? Aujourd'hui, je me focalise sur ça. Alors, oups, j'ai pris la version anglaise, donc attendez 2 secondes. Voilà, donc, et ce point-là, le 5 égale le 7, c'est vraiment le cœur, on arrive vraiment au cœur de l'étude de l'ancienne Thierry. Donc, toute l'étude, comme je vous ai dit, elle repose sur la 5e ligne, la ligne des institutions, d'accord, qui montre cette transition entre le 5e royaume, qui montre la transition entre le 6e royaume et le 7e royaume. Le 6e royaume décline à partir de 2021 et le 7e royaume est en place à partir de la LD. Donc maintenant, on retourne dans la ligne, dans la 5e ligne, l'histoire d'acte 27, des bateaux, d'accord? On retourne à la balise de la LD, celle-ci, en moins 272, là on est dans l'histoire de Pyrrhus, pour pouvoir comprendre pourquoi cette balise, d'accord, on se focalise sur cette balise. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on se focalise sur cette balise parce que sur la scène mondiale, Rome, donc le roi du Nord, a envoyé une délégation donc, en Égypte. Et la personne qui menait cette délégation se nommait donc Quintus Fabius Maximus Gurgis.
Et on a déjà vu que le mot maximum Gorgius, ça veut dire déluge maximal. D'accord? Donc, ce qu'il y a de nouveau par rapport à ce nom, parce que déjà en 2018, l'ancienne thèse ne l'avait introduit, donc il n'y a rien de nouveau. Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que c'est le mot quintus et Fabius. Au camp meeting 2018, dans la session questions-réponses, la question avait été posée à l'ancienne thèse que signifie Fabius. D'accord? Et elle avait dit, elle ne savait pas trop, c'était la fève en lien avec les élections. Donc, du coup, ça est resté dans la tête de l'ancienne Thierry et le sujet s'est développé. Donc, elle a regardé à la signification du mot, donc c'est quelque chose que l'on fait couramment au sein du mouvement, c'est une des règles. On regarde le nom d'une personne pour comprendre sa signification, tout comme on l'avait fait pour Maximus Gorgias. Donc elle va faire la même chose pour Quintus et Fabius. Mais là, aujourd'hui dans l'étude, on va s'arrêter sur Quintus. Donc, et quand on fait Quintus, là, elle va voir que c'est un prénom masculin, latin, qui est utilisé donc, sous l'Empire romain, forcément, puisque c'est un Romain qui va en Égypte. D'accord? Et le mot quintus signifie donc cinquième fils ou cinquième mois. Alors, on va tourner le tableau et on va le schématiser pour qu'on comprenne... que ce soit peut-être un peu plus clair. Donc, on prend le mot quintus, on va dans le dictionnaire, d'accord? On va dans le dictionnaire et on voit que c'est un prénom masculin, d'accord? Et quintus, ça veut dire donc... Ça veut dire cinquième fils, ou ça veut dire cinquième mois. D'accord? Donc, quintus, ça veut dire 5. Cinquième fils ou cinquième mois. Donc, maintenant, de quintus, quand une personne est née, donc, elle s'appelle quintus, donc, ça veut dire aussi fils ou cinquième mois. Et c'est là que c'est intéressant parce qu'on va prendre les calendriers. Et les calendriers, c'est quelque chose qu'on a toujours utilisé dans le mouvement. Il n'y a rien qu'elle invente. Pour ceux qui se rappellent d'Esdras 7.9, on prenait les calendriers karaïtes. Pour ceux qui se rappellent, pour le ramener dans le calendrier grégorien. Pour ceux qui se rappellent de l'histoire des révolutions, des lignes des révolutions que l'ancienne thèse a introduites. Là aussi, on prenait le calendrier julien et pour le convertir dans le calendrier grégorien. Donc, ce qu'elle fait, c'est rien de nouveau qu'on ait déjà fait au sein du mouvement. Donc, je vous ramène dans ces études-là. Donc, dans le calendrier romain, le cinquième mois se nommait quintilis. D'accord? Donc, de quintus, maintenant, on passe à quintilis. Donc, alors, je devrais peut-être rajouter un peu comme ça. Hein. Donc maintenant, quintus, au niveau du calendrier, c'est quintilis. Calendrier romain, d'accord? Donc, on est dans le calendrier, si je ne me trompe, pas lunaire. OK? Vous pouvez me corriger si je me trompe, hein, parce qu'entre le solaire et le lunaire, je me trompe. Alors, donc, maintenant, une fois qu'on est dans ce calendrier romain, il y a eu au fil des années un changement, tout comme pour nous. Avant, on était dans le calendrier julien et après, on est passé dans le calendrier grégorien. Et bien, les Romains, c'est la même chose. Jules César, à partir de l'année 45 avant Jésus-Christ, on va le lire. Je le pose et après on va le lire, a passé donc a changé donc le calendrier romain
et on est passé à un autre calendrier et Quintilius est devenu Iulus par rapport au nom de Jules César, d'accord? Et Iulus signifie juillet. D'accord. Juillet. Et c'est donc le... Alors, attendez. Elle est où ma... J'espère que vous me suivez. J'ai essayé de le schématiser comme ça pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Et juillet, c'est le 7e mois. Alors, je reprends. Donc, si là, je ne me trompe pas, c'est le calendrier solaire. Il faudrait que je revoie mes notes, mais je ne suis pas sûre entre les deux calendriers. Mais la logique, c'est ça. La délégation qu'on marque à la LD dans l'histoire de Pyrrhus à Argos, qui a été envoyée par Rome en Égypte, la personne, l'ambassadeur, s'appelait Quintus Fabius Maximus Gurgis. Maximus Gurgis, dès 2018, on a compris qu'il était associé à la loi du dimanche parce que ça veut dire maximum flood, déluge maximum, ok? Fabius, en 2018, l'ancienne thèse avait dit c'était en lien avec les élections, le vote. Le prénom qu'on n'a pas encore détaillé, c'était Quintus, son prénom, Quintus. Et c'est ce que l'ancienne Thérie va prendre pour essayer de comprendre, pour faire la relation avec le mois de juillet. Donc, elle va prendre le nom et elle va le détailler. Mais rappelez-vous, il faut placer quand on fait cela, il faut placer le mot dans son contexte. On est à l'époque romaine, dans les années 272 avant Jésus-Christ. Donc, il faut placer le mot Quintus dans son contexte romain à l'époque. Donc, et c'est ce qu'elle fait. Elle prend le mot Quintus, qui signifie 5e fils ou 5e mois. D'accord? Et le 5e mois est égal au mois qu'on appelle Quintilis. Maintenant, ce mois Quintilis, en moins 45, donc en moins 45, devient en moins 45 avant, ou 45 avant Jésus-Christ, d'accord? Je vais mettre avant Jésus-Christ, comme ça c'est mieux. Il devient Iulus. Et dans le calendrier, le nouveau calendrier, Iulus, c'est juillet. Donc, ce qu'elle est en train de nous faire comprendre, c'est que le 5 égale le 7. Est-ce que vous comprenez le principe, la logique? Ensuite, peut-être que vous allez le dire, mais il faut des témoins il faut 2 ou 3 témoins. Bon, moi, je ne vous entends pas, donc je ne sais pas si je continue, parce que je ne vous entends pas. Donc, vous allez peut-être me dire qu'il faut d'autres témoins pour affirmer cela. Mais déjà, lisons ce que l'histoire nous dit par rapport au changement de Quintilus à Iulus à juillet. D'accord? Alors, on va prendre une citation. C'est normal que j'entends pas. Ils m'entendent? Non, mais je pose pas de questions. Si ça parle, tu vas pas les entendre. Oui, on t'entend. Ah, d'accord. Oui, Ah, merci. ça. Ok, c'est gentil, merci. Alors, le mois Quintilus de juillet est le 7e mois du calendrier grégorien ou julien. Son nom vient du latin Julius, en l'honneur de Jules César, qui imposa en 44 avant Jésus-Christ le calendrier julien également à son nom. Étant le 5e mois de l'ancien calendrier romain, ce mois se nommait précédemment Quintilis. Donc vous voyez, c'est exact, j'ai juste schématisé ce que la citation nous dit. D'accord? Vous êtes d'accord? Ensuite, j'ai une autre citation, mais non, voilà.
On va prendre un autre témoin maintenant pour confirmer que le 5 égale le 7. D'accord? Donc, si vous prenez vos Bibles, dans Apocalypse 3, les versets 1 et Apocalypse 3, le verset 7, là, on va aller dans l'histoire des églises. Donc, on a Quintilis 5 égale 7, je le mets comme ça. On a Quintilis et on a Ius ou Juillet. OK? Maintenant, je vous emmène dans l'histoire des églises où on a donc la 5e église, Sardes, qui équivaut à Laodicée. Donc là encore, ce n'est rien de nouveau. En 2018, à l'EDP France, l'ancien Parmenter nous avait conduit dans cette étude. Donc, je n'ai pas retrouvé l'étude parce qu'il y en a beaucoup en 2018. Mais si vous voulez retrouver cette étude, ça serait pas mal pour nous partager le lien. Donc, si on lit Apocalypse 3, verset 1, « Et l'ange de l'église de Sardes écrit ces choses, dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu es vivant, mais que tu es mort. » D'accord? Donc, en fin de compte, l'une des caractéristiques de Sardes, c'est qu'elle croit être vivante, mais en fin de compte, elle est morte. OK? Maintenant, on va comparer, contraster avec le verset 7 de l'Apocalypse. On va prendre la fin du verset, pas le verset 7, le verset 15, pardon. Le verset 15 de l'Apocalypse 3. Je connais tes œuvres, que tu es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je te vomirai hors de ma bouche. Donc, on sait que la condition tièdeur, c'est une condition de mort. Et on est soit froid, soit froid mort, soit chaud en vie. D'accord? Donc là, on a encore un autre témoin pour nous montrer que le 5 égale le 7 dans notre structure, dans notre méthodologie. Ensuite, on va prendre un autre témoin, mais on n'ira pas tout de suite, mais je l'écris au tableau. Je vais vous montrer un autre point avant d'y aller. On a Trump, 45e président. Donc, non, on ne va pas le mettre comme ça. On va mettre Trump 5e. On va le voir tout à l'heure. 5e. Et on a Trump 7e. OK? Donc, je reviendrai sur ce point ultérieurement. Donc, comme on voit, comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose, l'utilisation des calendriers où le 5 égale le 7, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. C'est quelque chose qu'on utilisait déjà et que Dieu nous avait déjà préparé sur la ligne pour pouvoir le reconnaître. Maintenant, un autre point important dans cette étude pour confirmer le 18 juillet comme étant la LD, l'ancienne Thérie, elle va nous dire que non seulement il y a une transition du 6e royaume qui décline vers la montée du 7e royaume, d'accord, mais ce point-là même, cette transition 6e royaume vers 7e royaume, elle va l'expliquer toujours avec le roi du Nord dans l'histoire de Rome. Et elle va prendre le personnage de Jules César. Jules César qu'on vient de voir dans les calendriers, d'accord? Mais elle va le prendre aussi donc dans son règne. Et on va voir que... Et ensuite, elle va en faire une application spirituelle. Donc, les caractéristiques de Jules César. Donc, on va juste prendre une citation pour nous montrer ce qu'on nous dit de lui. Alors, il était le maître de la Rome et de l'Italie, et Jules César se fait nommer dictateur et commence à transformer la République romaine. Donc, en fin de compte, ce qu'elle est en train de faire dans cette deuxième étape, premier point, donc c'était Quintulis. Deuxième point maintenant, c'est, on va mettre transition République démocratique vers une dictature. Pour pouvoir le faire,
elle prend le symbole du roi du Nord, d'accord? Rappelez-vous, hein, le roi du Nord est entré sur le devant de la scène dans l'histoire de Pyrrhus, il a vaincu Pyrrhus. Donc, le roi du Nord était une république démocratique. Donc, il décline, mais en même temps qu'il décline, il va monter et à ce moment-là, il va devenir une dictature. Donc, il y a une transition d'une république démocratique vers une dictature. Donc, ça, c'est son deuxième point. Le premier point, le 5 égale le 7, mais vous allez voir qu'on va les combiner. Et ensuite, le 2, c'est ce déclin d'une démocratie vers une dictature. Et là, on est dans ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, le sixième, alors je vais peut-être le mettre pour qu'on comprenne mieux. Excusez-moi, je vais le refaire. Donc, sixième, il décline. Et pendant qu'il décline, en même temps qu'il décline, il y a le septième. Et c'est ce que j'avais appelé donc le chevauchement, d'accord? Et là, on arrive dans l'ère du septième. Pleinement, d'accord? Mais il y a un chevauchement, c'est ce que je vous avais montré la semaine dernière. Donc, on voit ce chevauchement du 6e et du 7e royaume de la prophétie biblique, les États-Unis. On le retrouve aussi dans l'histoire du roi du Nord sous Jules César. Et c'est ce qu'elle veut nous montrer comme deuxième témoin, cette transition d'une démocratie vers un changement de régime, une dictature. Ensuite, et la citation qu'on vient de lire, si on remet la citation, on nous dit bien donc qu'il a commencé à transformer la République romaine vers une dictature pour se nommer lui-même dictateur. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'elle nous montre et ce que l'histoire nous montre. Donc, ensuite, chose intéressante qu'elle va faire, je trouve, c'est qu'elle va toujours prendre le personnage principal qui est Jules César, et elle va montrer donc son emblème familial, je ne sais plus comment on appelle ça. D'accord? Et là, elle va nous montrer qu'en fin de compte, il vient de la famille d'Éule, et l'emblème, c'était donc l'éléphant. Donc, au niveau de la guerre d'information et dans l'histoire de Pyrrhus, l'éléphant, c'était le mode de guerre. Dans notre dispensation, l'éléphant, ce n'est pas l'animal, mais c'est la guerre d'information. Mais par contre, ce symbole d'éléphant, on le retrouve dans un parti. D'accord? Donc, on va lire la citation, qu'on va prendre une citation, pour vous montrer et nous-mêmes, on les trouve. Moi, je les ai trouvées toutes seules, ces citations. Donc, vous pouvez, quand vous allez refaire l'étude, trouver peut-être encore d'autres choses pour confirmer ces dires. Alors, Caius Julius César naît en 100 avant Jésus-Christ. Caius est son prénom, Julius son nom de famille. Comme il est d'usage dans les familles nobles, l'enfant est doté d'un surnom, on l'appelle César, qui signifie éléphant, en l'honneur de son ancêtre qui terrassa l'une de ses bêtes. D'accord? Donc, on voit que l'éléphant est le symbole de la famille de Jules César. Donc, nous avons maintenant ensuite, si on rajoute Fabius, qui veut dire vote et élection, hein, d'accord, Fabius, la fève ou le haricot qui était utilisé pour les votes et les élections. Donc, quand on regroupe tout ça, on fait une application. On fait une application pour comprendre où on se situe. Et ce que j'ai fait, pour montrer que le 5 égale le 7, que Trump égale le 7e, j'ai juste tracé une ligne, et vous pouvez le faire aussi chez vous pour vérifier. D'accord? J'ai juste placé les 7 derniers présidents
des Américains. Donc, comme notre ligne, elle commence au temps de la fin, en 1989, d'accord? Donc, on commence à compter à partir de là. Donc, moi, je ne les connais pas par cœur. Donc, le 41e président, c'est George Bush. Alors, comment je vais faire ça? Parce qu'il y a plusieurs informations à écrire. Alors, on va mettre un. Donc, c'est George Bush en 89. Ensuite, excusez-moi, le 42e, 93, Clinton. C'est 1993. Alors, les historiens, alors j'ai repris les dates des historiens, d'accord? Les historiens, eux, ils ne mettent pas, ils mettent la date de l'investiture. Oh zut, 2 secondes. 42e. Ensuite, on a George Bush Junior. C'est en 2000, 43e, 2001. J'espère que vous me suivez dans ce que je fais. Chimène, il n'y a pas une erreur par hasard? Alors, dis-moi l'erreur. 1, 2, 3, 4, Il me semble 5. que tu as Bill Clinton 2 fois, donc 42 et 43. Oui, justement, je pensais que c'était une erreur. Mais quand tu regardes sur les... Comment dirais-je? Dans les... J'ai eu la même question, Sophie. Quand tu regardes dans les journaux ou sur le gouvernement américain, c'est comme ça qu'ils nomment les présidents. Ils le mettent en 42e, Bill Clinton. En George Bush, ils le mettent en 2001, 43e. Et Obama, et ça a du sens parce que regarde après, ils ne mettent pas les mandats. Même s'il a fait 2 mandats, ils ne vont pas te mettre... ils vont pas te mettre les 2 mandats, tu vois. Ils vont le considérer comme étant le 43e, même s'il a fait 2 mandats. Donc moi aussi, ça m'a surprise. Donc je te remercie de ta question. Elle est très bonne. Donc Barack Obama qui devient le 44e. Et là, donc, oui, c'est pas fini, donc... Pour le moment, vous ne voyez pas, mais je vais... parce que je n'ai pas beaucoup de place. J'écris un peu petit, excusez-moi. Voilà. Trump, c'est le 5e. Donc, ah oui, en rouge. 5e. Non, 5e, là. 45e. Là, on peut déjà mettre 47e. 7e. Et eux, ils vont le marquer en 2025, non pas par comme ils marquent, je vous ai dit, l'investiture. Ça, c'est les historiens. Mais nous, on ne marque pas 2017. Et ensuite, Biden, ils mettent 21. 2021, Biden. Biden. 6e. 44. Non, 46e. Alors, je me mets sur le côté. Donc, quand vous allez faire vos recherches comme moi-même pour les présidents, là, on a entendu l'élection du 5 novembre, on a élu, les Américains ont élu le 47e président. Vous voyez? Et par rapport à ce que Sophie nous disait, qui était très juste, Barack Obama, il a fait 2 mandats, il a fait 8 ans. Pourtant, il est considéré comme le 44e président. Qu'importe le nombre de mandats, 1 ou 2 mandats, ça reste quand même, s'il a été élu le 44e président, même s'il a fait 2 mandats, il reste le 44e président. Et la date que les historiens ou les journalistes vont prendre, c'est non pas la date que
nous, on a prise, et je vais vous donner un autre témoin pour ça, ce n'est pas la date que nous, on prend, mais c'est la date de l'investiture, le 20 janvier. D'accord? Mais ce qui est intéressant dans cette frise, quelle que soit la date qu'ils prennent, c'est qu'on voit que le 5 égale le 7. D'accord? Donc, quand on le place sur notre ligne de réforme, c'est pas une ligne de réforme ça, mais c'est une ligne chronologique. Mais notre ligne de réforme commence donc au temps de la fin. Et le 47e pour nous, c'est la LD. Donc, on voit bien qu'on est en phase avec ce que le monde dit. Je vais vous donner un autre témoin pourquoi nous, on choisit la prophétie. Dieu choisit deux dates. D'accord? Quand vous regardez l'histoire des Millérites, nous, la date qu'on prend pour la chute de l'Empire ottoman, c'est le 11 août 1840. D'accord? Mais, je rigole parce que c'est Maurice qui m'a donné, cet exemple. Donc Maurice m'a donné l'exemple. Quand on prend la date de la chute de l'Empire ottoman, nous, on prend le 11 août 1840. D'accord? Pour dire que là, il y a la chute. Mais les historiens, ils ne vont jamais prendre cette date-là. Ils prennent une autre date. Et quand Michael nous avait fait son étude aussi sur sa deuxième partie, il nous avait montré que ce n'est pas du tout cette date-là que les historiens prennent. Donc nous, dans la prophétie, Dieu, il nous montre un point. Il veut nous montrer un point dans la prophétie. Mais ce n'est pas forcément ce même point que le monde séculier prendra. Et il y a d'autres exemples. Quand on prend Daniel 11, Dieu va nous montrer directement, il va passer outre 22 ans d'histoire pour nous montrer les 4 généraux de l'Empire grec, d'Alexandre le Grand. Cassandre, Séleucos, Ptolémée et Lysimaque. D'accord? Il passe outre 21 ans d'histoire parce qu'il veut nous montrer un point bien précis. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer la logique employée et que même si le monde séculier prend la date de l'investiture, nous, dans la prophétie, on ne va pas forcément prendre les mêmes dates. D'accord? Mais cet exemple nous montre que la logique de l'ancienne théorie qui est basée sur notre méthodologie, la façon dont Dieu nous a conduits durant toutes ces années, le 5 égale le 7, ne serait-ce que sur ce point-là, pour moi, c'est vraiment le cœur de son étude. D'accord? Donc, si on comprend ce principe-là, on n'avait pas à vaciller par rapport à qui gagnait l'élection. En plus, si on rajoute à ce thème-là le thème de la LD, qui est l'égalité des genres, on savait bien que ça n'aurait pas été, que Trump pourrait gagner, puisqu'il est tout sauf pour l'égalité des genres. OK? Quand on regarde quand on regarde son programme. Maintenant, la controverse qu'il y a, parce qu'il y a encore une autre controverse, vous pouvez bien vous imaginer que ce n'est pas tout le monde qui accepte le 18 juillet comme date. Certaines personnes vont dire non, c'est le 20 janvier, d'autres vont dire c'est le jour des élections, le 5 novembre. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de consensus encore au sein du mouvement sur quelle date appliquer à la LD. D'accord? Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que la ligne des institutions, cette 5e ligne, elle nous montre les institutions, elle ne nous montre pas les gens. Bien que les gens font partie de l'institution. Mais la 5e ligne, c'est les institutions, l'adventisme et les États-Unis d'Amérique. Donc, quelles sont les institutions des États-Unis d'Amérique? C'est la Constitution et le gouvernement fédéral et les gouvernements des États. Donc, et dans chaque gouvernement des États et le gouvernement fédéral, on trouve la branche exécutive, la branche législative et la branche judiciaire. Donc, et c'est ces branches, et je comprends, et c'est comme ça que je comprends
le choix du 18 juillet. Elle ne va pas regarder au 5 novembre, parce que qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va relier le déclin de l'institution, d'accord, va relier le déclin de l'institution tout au long de la ligne pour pouvoir choisir le 18 juillet 18 juillet 2024. Le point de connexion, et c'est ce que je veux vraiment qu'on comprenne, le point qui relie les balises entre elles, c'est l'institution. Et l'institution qui montre le déclin de l'Amérique, ce n'est pas le Parti démocrate, c'est le Parti républicain. Si on reprend les lignes, et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut bien comprendre les lignes, mais on la connaît bien. Si on reprend la ligne des prêtres, rappelez-vous de la ligne des prêtres, 2014, c'est quoi? 2014, c'est la LD, d'accord? Qu'on appelle la LD 1, d'accord? Mais après, ah, il manque un... Ouais, pardon. 2014, c'est la LD, ok? La première LD. Mais nous, on regarde quoi? Bon, je ne vais pas faire les 4 lignes, hein. On connaît déjà, hein. Je ne vais pas faire les 4 lignes. Hein. Vous allez me suivre. Hein. 2014, LD1. 2019, LD. Oh, à chaque fois, je fais ça. Je fais la même erreur à chaque fois. LD2. Oh. 2021, LD3. Et 18 juillet 2024, la grande LD, LD4. Est-ce que vous me suivez quand je le place comme ça? Je suis en train de combiner 4 lignes, oui, mais en mettant l'accent sur les LD. Vous comprenez? Donc là, c'est la LD des prêtres, la LD des Lévites, la LD des Nétiniens et la LD des 144 000. En gros, c'est ce que je suis en train de faire, mais j'ai combiné. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? OK. Donc, ce que nous, maintenant, il nous faut faire, c'est qu'il nous faut comprendre ce qu'elle est en train de faire, parce qu'elle ne peut pas tout expliquer. Donc, moi, de ce que je comprends qu'elle est en train de faire, elle est en train de ramener, donc là, le point central, je suis trop petit, le point central, c'est la RNC. Ce sont les républicains, d'accord? Le parti de l'éléphant. Maintenant, il faut qu'on remonte à 2014 pour relier le déclin du parti républicain, puisqu'on regarde à l'institution. Moi, c'est ainsi que je le comprends. Si vous le comprenez autrement, on pourra discuter plus tard. Mais moi, c'est ainsi que je le comprends. Donc, du coup, à partir de là, quand on va faire nos recherches, parce que je n'ai pas eu forcément le temps de bien rechercher, donc à partir de 2014, il faudra qu'on recherche dans l'histoire ce qui nous montre le déclin de cette institution. Parce que c'est le Parti républicain seul qui peut mettre en place la loi du dimanche. Ce n'est pas les démocrates. Ce ne sont pas les démocrates. C'est un devoir qu'il nous faut faire. Donc, moi, je ne vais pas le présenter là parce que je n'ai pas encore tout à fait fini. Mais le point de commencement, l'un des points que je peux vous montrer, en 2014, et ça, vous allez vous rappeler, puisque c'est ce qu'on disait, il y a eu la purge des modérés. Est-ce que vous vous souvenez? Il y a eu la purge des modérés du parti Jomégop, hein, vous savez, c'est le parti républicain, d'accord? Il y a eu la purge des modérés. Donc là, il y a eu non seulement la purge des modérés,
il y a eu l'arrivée du Tea Party, cette frange conservatrice, très conservatrice, déçue de Obama, pour la plupart. Il y a eu l'arrivée du Tea Party, la purge des modérés, et on va noter donc le commencement, le début de la fin, quoi. Du Parti républicain tel qu'il est, du politiquement correct. D'accord? Et quand on arrive le 18 juillet 2024, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien là, on va voir la fin du Parti républicain politiquement correct. Hein. Quand je dis politiquement correct, qui observe la Constitution, etc. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière, ils ont choisi donc une personne avec 34 chefs d'accusation pour qu'il soit à la tête de leur parti. Une personne qui a fait une tentative de putsch, hein, de coup d'État le 6 janvier 2021, etc. Donc, je ne vais pas m'étendre dessus, mais à chaque balise, pour comprendre, il faudrait relier à chaque LD le déclin du Parti républicain. Mais ça, je vais le faire la semaine prochaine, si Dieu veut, si j'arrive à terminer. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez ce que les commentateurs ont dit dans cette période-là par rapport au Parti républicain, ils disent qu'ils ont quasiment changé de directive. Ils ne respectent plus la Constitution par le choix de leur nominé pour la candidature à la présidentielle. Est-ce que ça va? Combien de temps qu'il me reste? Ok, 5 minutes. Ah, ok. Ok. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est que dans cette période, dans la période où l'ancienne Thierry nous place, le 18 juillet 2024, on voit que le Parti républicain, il a décliné et il choisit comme roi, comme candidat, une personne qui n'a rien à faire, en fin de compte, de la démocratie et de la politique telle qu'on la connaît. Que l'institution même est en déclin. Et il y a une transition qui se fait. On parle même d'un nouveau, à cette période-là, on parle d'un nouveau parti républicain. Et aujourd'hui, on l'entend de plus en plus, à la suite des élections de cette semaine, on l'entend de plus en plus que le parti républicain tel qu'il était est mort et maintenant on passe dans un nouveau parti républicain d'ultra-conservateurs, d'accord? Et des personnes qui ne font pas de la politique. On continue. Et maintenant, comme la loi du dimanche est attachée au patriarcat, au sexisme, à l'égalité du genre, ce qu'elle va nous montrer, je crois qu'elle l'a montré un peu plus tard, il fallait qu'on se pose et qu'on regarde comment s'était manifesté ou démontré le sexisme ou le patriarcat dans cette convention. Et je me suis aussi un peu arrêtée. J'ai regardé un documentaire sur Arte qui nous montrait les Tradwives. Et rappelez-vous, notre message, justement, il est pour l'égalité au sein du mariage. Et ce mouvement des Tradwives, je me suis arrêtée dessus parce qu'il était aussi très présent lors de la Convention nationale républicaine, mais aussi il y a vraiment une opération de séduction et c'est vraiment un outil, c'était vraiment un outil aussi pour la campagne présidentielle. Et on va voir à quel moment ce mouvement a émergé. Donc il voit le jour dans les années 50
Mais il connaît un essor avec la prise de pouvoir de Donald Trump en 2017. D'accord? Ces femmes ultra-conservatrices se disent donc féminines, mais pas féministes. D'accord? Et elles constituent la base électorale féminine de Donald Trump. C'est un mouvement, donc, alors pour ceux et celles qui n'ont pas bien compris en français, ce sont les tradwives. Donc, ça veut dire les femmes traditionnelles, qui prônent le modèle traditionnel. Donc, alors, on va lire un peu, parce que il y a eu des articles aussi, il y a eu des articles qu'on a postés sur le site, et on va lire ce qu'il dit. Ce mouvement des tradwives a commencé dans les années 2010 aux États-Unis, a connu un essor à l'arrivée de Donald Trump au pouvoir en 2017 et s'est propagé sur les réseaux sociaux lorsque le mouvement #MeToo est apparu. Imaginez une pin-up des années 50 atterrir dans le monde d'aujourd'hui et vous aurez en face de vous une tradwife. Ces femmes ont décidé de s'occuper de leur foyer comme dans les années 50, parfaitement maquillée, coiffée, habillée, la tradwife cuisine dans une cuisine rétro avec un tablier à froufrou, des bons petits plats élaborés pour sa famille et veille sur l'intérieur de sa maison comme une fée du logis. Ce retour en force de ce mouvement serait une des conséquences de la pandémie de Covid-19, beaucoup de femmes ayant perdu leur travail aux États-Unis. Donc, lors de la Convention nationale des Républicains, non seulement le patriarcat a été affiché de plus en plus, mais on voit quelque chose en opposition avec le message de l'égalité des genres, surtout au sein du mariage. D'accord? On sait que le mariage est une des institutions jumelles aussi. Donc, d'accord, et elle s'abaille le mariage. Et on voit que là, on voit donc, on va dire, l'opposition, je ne peux même pas dire la contrefaçon, c'est vraiment l'opposition de ce que Dieu nous demande d'être. D'accord? Ensuite, on nous dit que dans cette Convention nationale républicaine, il y avait une atmosphère très sexiste, patriarcale, homophobe, transphobe, et la misogynie et la masculinité étaient étalées. Ce que je veux vous montrer, c'est que alors je ne sais pas si je l'ai mis cette citation, mais voilà, en gras, ce que je veux vous montrer, c'est que l'aile fasciste du GOP ou du Parti républicain a totalement pris le contrôle du parti et on ne peut pas s'empêcher le parti ne peut pas s'empêcher de faire transparaître sa misogynie, ce qui est en gras à l'écran. D'accord? On peut enlever l'affiche. Une autre personne aussi sur laquelle je me suis arrêtée, c'est le vice-président, mais sa femme, son épouse. Donc, c'est une femme très cultivée, d'accord? Elle s'appelle Usha Vance. Elle est mariée au vice-président, J.D. Vance. Elle est métissée, elle est indienne et asiatique. Et alors qu'elle prenait la parole pour annoncer son mari, elle était donc en face à elle, qu'est-ce qu'elle voyait? Des pancartes sur lesquelles était écrite une rhétorique anti-immigrante, alors qu'elle-même est issue de l'immigration. Donc, on voit que, alors je vais, on voit que dans cette convention nationale républicaine, on retrouve les éléments de la thématique de la loi du dimanche, mais aussi que la méthodologie utilisée, d'accord, il y a vraiment une histoire qui est tracée. On ne lance pas juste une date pour dire qu'il y a une date. Il y a toute une méthodologie et il y a aussi le fait qu'on peut retracer les balises entre elles. D'accord? Et je trouve que c'est ce qui fait
la force de cette étude, même si il n'y a pas de consensus sur la date et que d'autres personnes prennent le 5 novembre, le jour des élections, comme étant la LD. Mais ce qu'on a vu à la Convention nationale républicaine, en fin de compte, c'est le résultat, on a vu le résultat lors des élections du 5 novembre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que les Américains, une fois de plus, ils ont préféré élire une personne qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui est misogyne, qui est patriarcale, au lieu d'élire une femme noire, métissée, et qui prône la démocratie. Donc, en fin de compte, les Américains auront à rendre compte de leur vote. Et vraiment, là, on passe à une autre ère. Donc, ce qui s'est vu lors de cette convention, en microcosme, en fin de compte, ça a été vu au niveau national. Mais le point de départ, c'est pas... le point de départ, l'étude de l'ancienne Terry nous montre que ce n'est pas les élections, mais c'est le point de départ, c'est le 18 juillet. Ce que je voulais vous dire, c'est également... J'avais commencé la semaine dernière par une citation d'une auteure et historienne, Heather Koch Richardson. Elle nous dit que la grande question... Alors, attendez, je vais voir si je le trouve, si je trouve la citation. Voilà. Et c'est pour nous montrer à quel point... On peut mettre la citation, merci. C'est pour nous montrer à quel point notre message, il est valide, quoi. On se trompe pas quand on dit que si on est vraiment dans l'ère de l'égalité des genres et pas du sabbat dimanche pour la LD. Les prophètes de journaux, comme on dit, ils pensent la même chose. La grande question qui se pose aujourd'hui, c'est pas de savoir si on va enfin embrasser. La grande question qui se pose aujourd'hui, virgule, c'est de savoir si on va enfin embrasser l'idée d'une démocratie multi-ethnique et multigenre. Donc on voit que le sujet du genre, de l'égalité du genre, c'est vraiment le sujet qui est en question aujourd'hui, pour lequel on va falloir se battre, je ne sais pas sous quelle forme, mais voilà, c'est le sujet qui est agité. Et vraiment, et la loi dit qu'on n'est pas préparé, qu'on n'est pas prêt pour cette grande question. Je ne sais pas quelle forme ça prendra pour nous en France ou pour les autres dans le monde, mais il faut qu'on ait l'assurance que depuis le temps de la fin, Dieu nous a préparés à comprendre les événements externes prophétiques, à nous focaliser non pas sur le bruit, mais sur ce qui est le plus important. Et aussi, il est en train de faire une œuvre de restauration en chacun de nous. Si cette œuvre n'est pas réalisée, on pourra certainement pas tenir à un certain moment, on va lâcher prise. Vous voyez, donc, il nous faut vraiment avoir l'assurance, de la façon dont Dieu nous conduit. Et je vais finir par cette citation encore du même auteur, quand elle dit « Pour moi, la démocratie, c'est l'égalité. Peu importe qui on est, tout le monde a les mêmes droits. J'y vois toujours le fondement de notre pays, we, the people, nous le peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une épée de Damoclès sur la tête et j'ai besoin d'en parler. Ma génération n'en verra pas la fin. » Nous, on sait qu'on en a aussi besoin d'en parler parce que c'est normal qu'il y a toute cette discussion autour de la loi du dimanche parce que c'est un événement phare. Donc, c'est normal aussi que des personnes viennent avec d'autres idées parce que chacun fait ses études, chacun a une compréhension, mais le plus important, c'est qu'on arrive à un consensus après toutes ces discussions, qu'on analyse les différentes études qui nous sont présentées,
si vraiment ça suit notre façon de comprendre et d'interpréter les événements et la prophétie, et si ça ne va pas à l'encontre de ce que Dieu souhaite faire en chacun d'entre nous, que nous soyons des hommes et des femmes qui prônons l'égalité des genres. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, on en rediscutera dans quelques instants et on pourra partager ce qu'on a compris et ce qu'on a vécu aussi peut-être durant cette semaine. Prenons la position qui convient pour la prière. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir permis de vivre ces événements qui nous montrent que nous sommes vraiment à un tournant de l'histoire de ce monde et en même temps qui nous donnent une certaine appréhension, mais aussi une certaine joie parce que nous savons que nous sommes à mi-chemin et que les événements de la fin seront rapides et que bientôt nous aurons la joie de te voir face à face. Mais nous savons aussi que dans cette période, nous rentrons dans une période aussi de trouble. Et tu nous as préparés, chacun d'entre nous, pour à y faire face. Et nous te demandons de nous visiter et de nous permettre de ne pas perdre de vue tout ce que tu nous as enseigné et surtout l'essentiel, Seigneur. Que nous puissions faire les bons choix et que nous puissions comprendre la manière dont tu nous conduis tout au long de cette ligne. Au nom de Jésus. Amen.